Xavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre meilleur spécialiste du monde du travail. Alors je vous ai fait venir ce matin parce que c'est une date que les Français ignorent mais qui est peut-être historique. On reprend le dernier round, comme on dit en bon français, de négociation dans ce fameux conclave sur les retraites qui doit aboutir normalement le 17 juin. Mais où en est-on? On a perdu trace un peu de ce conclave. Alors on a perdu trace de ce conclave juste après son ouverture, puisque dès l'ouverture, au matin même où le conclave s'est ouvert, une organisation syndicale très attachée pourtant au dialogue social, Force ouvrière, a déclaré par la voix de son représentant, c'est une mascarade, il plie les dossiers, il s'en va. Et depuis, la CGT a aussi quitté le conclave, mais, et c'est important, les autres organisations patronales et syndicales sont restées. Ça n'a pas tué le conclave, quoi, ce claquage de porte. Non, et ça n'a pas tué le conclave parce que partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, voient l'immense intérêt de pouvoir discuter seuls entre eux de sujets très importants qui touchent à la protection sociale, à la formation, à l'emploi, aux rémunérations, au champ du social dans son ensemble, sans que l'État, la puissance publique, ait à portée de fusil les décisions éventuelles qui auraient pu être ou qui pourront être prises au sein de ce conclave. Ça n'a pas toujours fonctionné quand on les enferme ensemble sur d'autres sujets. Ils ont mis beaucoup de temps. Puis au bout d'un moment, l'ultimatum tombait, l'État reprenait la main. Oui, parce que tous les conclaves, on peut remonter très haut dans l'histoire. On peut remonter Nicolas Sarkozy, François Hollande. L'État a toujours fait un semblant de concertation autonome des partenaires sociaux. Il faut remonter très haut. Il faut remonter à 2006, quand Gérard Larcher installe dans le Code du travail un article qui dit, en substance, quand les partenaires sociaux veulent discuter entre eux d'un sujet, ils le disent à l'État, au gouvernement, lequel ne fait rien pendant le temps de la négociation. En fait, dans notre pays, nous avons toujours une difficulté majeure de laisser les acteurs du dialogue social dialoguer seuls entre eux. C'est-à-dire que ce qui se joue là aussi, au-delà du contenu, la réforme des retraites, c'est la crédibilité de la démocratie sociale. Exactement. Exactement. Alors cette démocratie, elle existe. Dans les entreprises, chaque année, on négocie, on signe à peu près 100 000 accords. Dans les branches professionnelles, on signe à peu près 900 accords. Branches professionnelles, c'est-à-dire dans tout un secteur professionnel, patronat et syndicats s'entendent, par exemple les salaires, de façon à harmoniser les conditions de travail, de rémunération de tous les salariés de toutes les entreprises. C'est un régulateur de la concurrence, un régulateur sain. Néanmoins, même s'il y a réussi de ce conclave, le politique reprend la main. C'est le Parlement qui aura le dernier mot. Oui, c'est normal. Le Parlement doit avoir le dernier mot. La démocratie politique est en surplomb de la démocratie sociale. Mais la démocratie politique ne peut pas étouffer les formes d'organisation dans la société qui relèvent de la liberté d'association. Nous ne sommes plus dans un régime du temps de la Révolution française et même de régimes qui ont suivi, où l'État fixait les salaires de l'ensemble des citoyens et des travailleurs en France. Alors quand on écoute ce qui se passe dans ce conclave, les acteurs, on entend beaucoup, la CFDT mais aussi la CGC, que le MEDEF bloque, que depuis le début le MEDEF n'a pas avancé sur un seul point, n'a pas négocié vraiment. Oui, ça c'est ce que disent la CFDT ou la CGC, les autres organisations. Et le MEDEF dit pas grand-chose. Bien sûr, mais ça c'est le jeu de la négociation. L'autre est toujours un méchant. Et il y a le jeu, c'est un théâtre parfois, dit-on, le théâtre de la négociation, ou le jeu de la négociation. Les mots sont pas très sympathiques, mais oui, il y a des postures, il y a des positions. Mais avant les séances, après les séances, il y a ce qu'on appelle les bilatérales, les rencontres, les multilatérales. On a juste le dire. Vous savez, c'est comme dans une négociation commerciale. Chaque pays a sa pratique, a sa culture. Nous, en France, on aime bien faire évoluer les textes par la passion, par la rupture, par la révolte. En fait, la vie sociale, c'est un long continuum, une évolution. Et les évolutions, elles se font grâce à des négociations lentes, patientes, mais efficaces. Et qui se jouent dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire les uns et les autres sortent leurs atouts et abattent leurs cartes? Pas vraiment. Dans une négociation sociale, on ouvre une négociation quand on sait en gros comment elle va finir. Alors, le résultat, est-ce que passer de 64 ans à 62 ans, c'est revenir en arrière par rapport à la réforme Borne, ça peut être un résultat de cette négociation? Non, personne n'y croit. On ne peut pas dire que la CGT n'y croit pas, puisqu'elle le dit, elle y croit officiellement. Mais les chiffres sont là, les chiffres de la démographie, les chiffres de l'économie montrent les réalités des autres pays européens. On vient d'apprendre qu'un autre pays européen est en train de faire remonter l'âge de départ à la retraite à 70 ans. Pour un Français normalement constitué aujourd'hui, 70 ans, c'est un âge barbare. Bon, or,
il y a des réalités économiques. Nous avons le système de protection sociale, pas seulement les retraites, mais de santé, d'allocations familiales, de maladies, le plus généreux du monde. Donc le plus coûteux. Donc le plus coûteux. Nous en sommes fiers. Essayons de le préserver. Cela nécessite évidemment des efforts. Et dans le domaine des retraites, ce n'est pas très compliqué. Ou on baisse les pensions, on peut pas, elles sont pas si élevées que cela. Ou on augmente les cotisations, mais ça plombe la compétitivité. Ou on travaille davantage, et le mot est lâché. Travailler plus, ça fait peur, mais c'est ce qui va se passer. Alors travailler plus, c'est pas forcément travailler jusqu'à 67 ou 70 ans. C'est peut-être aussi travailler plus quand on est jeune, puis un peu moins après. Peut-être travailler plus dans certaines semaines d'activité, puis un peu moins dans d'autres. Oui, bien sûr. On progresse là-dessus. Oui. Et puis, on peut également faire attention aux seniors. C'est un gisement de progrès qui est important. S'ils travaillaient autant que les Allemands, nos seniors, ça ferait beaucoup de cotisations. En plus, on aurait à peu près réglé la question. Ah oui. À peu près réglé la question. Mais quand on parle du travail senior, on parle évidemment de la pénibilité. Il est des métiers où travailler à 63 ans, 64 ans est très difficile pour des questions de santé, de pénibilité. Dans d'autres, non. Sur ce dossier de la pénibilité, très cher à la CFDT, à la CFTC, on a avancé pendant ce conclave. Vous sentez la fumée blanche, si j'ose dire? Un petit peu sur ce sujet. Maintenant, comme vous le dites, c'est un conclave. Et la fumée blanche, elle annonce quoi? Un résultat. Le résultat, il n'est pas aujourd'hui probant. Oui, ce conclave a son utilité, c'est-à-dire pour les partenaires sociaux affirmer que c'est leur affaire, l'organisation du marché du travail. Il faut qu'ils aient des résultats. Le 17 juin, on fermera le conclave. On verra bien s'il y a quelques fumerolles blanches qui sortent de la cheminée. Sur la pénibilité, on a un précédent. On a déjà légiféré, on a réglementé. Ça a été une usine à gaz impossible. Ça tétanise un peu, ce précédent. Oui. La CFDT, pardonnez-moi, a été un peu excessive en disant voilà, on veut des critères qui étaient très difficilement praticables. L'usine à gaz, comme vous le dites, je sais pas, dans le bâtiment, on voyait pas un artisan du bâtiment au pied de l'échelle du couvreur mesurer la charge, la difficulté. Donc on a réduit le nombre de critères. Ceci est entré dans les mœurs à peu près aujourd'hui. Il y en a 4 critères de la pénibilité. Les augmenter, revenir sur ce qui s'était passé il y a une dizaine d'années va être très difficile. Et est-ce qu'on peut donner le pouvoir à la médecine du travail? Qui dirait Monsieur Dupont c'est 64 ans, mais Monsieur Durand c'est 62 parce qu'il est déjà abîmé? Non, parce que la médecine du travail s'intéresse essentiellement aux personnes, aux individus, pas aux situations. Par contre, il est dans les branches des structures qui peuvent travailler cela, et puis dans les entreprises aussi. Le comité social économique est équipé d'une commission interne qui s'appelle la commission santé, sécurité, conditions de travail, dont la mission, évidemment, est aussi d'aider l'entreprise, la direction, les syndicats à anticiper, prévenir, travailler, prendre des mesures de sécurité. Notre pays, dans le domaine de la santé-sécurité, a fait depuis un siècle des progrès considérables. Les accidents du travail reviennent néanmoins, remontent. C'est inquiétant, ça. Oui, mais la pénibilité, les accidents du travail sont aujourd'hui beaucoup moins physiques. Et on parle bien de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. Bien évidemment, nous sommes dans une économie de plus en plus tertiaire. L'industrie se réduit et quand elle se réduit, elle s'améliore en termes de production. Le contact avec la matière dangereuse, le travailleur prend de la distance aujourd'hui. Un atelier de peinture dans une entreprise automobile, il n'y a pas des pistoleurs qui mettent de la peinture sur le véhicule sans avoir un masque et qui en prennent eux-mêmes. Aujourd'hui, ils n'ont même pas de masque. Tout est robotisé et dans des salles de commande, des techniciens et des ingénieurs assurent la production. Il y a un autre dossier qui a beaucoup bougé dans ces négociations, c'est la capitalisation pour les retraites. Même certains syndicats maintenant l'acceptent. Ça va être ça la grande révolution? Non, alors c'est pas pour l'instant, mais c'est un événement en effet important de voir quelques organisations syndicales, pas toutes, dire nous ne sommes pas au fond tout à fait opposés radicalement à une petite dose de capitalisation. Notre pays est très attaché, c'est un bel édifice, à la retraite par répartition, qui donne de la solidarité entre les générations. Répétons-le, la répartition c'est simple, je travaille, je paye des cotisations, mon entreprise paye aussi des cotisations, cet argent est versé aux retraités d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas capitalisation, pour ma retraite future. Je paye des cotisations, cet argent est mis de côté, il prospère ou pas, et je le retrouve quand je serai à la retraite. Donc le régime par répartition est un régime de grande solidarité
il n'est plus viable en l'état et l'idée d'une petite dose de capitalisation, très souhaitée par le monde patronal, commence à entrer dans le monde syndical. Soyons prudents, ce n'est qu'une amorce. Pendant ce temps-là, les alertes continuent sur les coûts sociaux, sur les comptes sociaux. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, parle d'une sécurité sociale hors de contrôle. C'est votre sentiment aussi? Oui, c'est clair. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Alors, quand on vit au-dessus de ses moyens, pour l'État, il y a deux réponses possibles. La bonne est celle de l'état-major. Celle de l'état-major, c'est on augmente les impôts. C'est facile, on lève l'impôt, l'État a la puissance pour cela. Il y a un ministère sur les bords de la Seine avec c'est le métier. Un grand portique qui est là pour capter l'argent. Ça s'appelle le ministère de l'économie et des finances, avec un ministre du budget. C'est le ministère qui contrôle tous les autres. Et puis il y a l'autre mesure, c'est on réduit les dépenses. Réduire les dépenses, c'est une absolue nécessité. Nous devrons y arriver. Et c'est le grand enjeu du gouvernement Bayrou. Mais c'est politiquement très complexe. Bien évidemment. Est-ce qu'on demeure un peuple, nous Français, fâchés avec le travail, fâchés avec l'entreprise? Non, du tout. Nous sommes un peuple d'abord de passion, jacobin ou royaliste, libéral ou marxiste. En France, c'est toujours par les passions que le peuple existe. Bien. Mais nous ne sommes pas fâchés par le travail. Nous sommes un peuple de travailleurs. Nous sommes un peuple né dans le monde paysan, dans l'industrie. La valeur travail n'a pas disparu, simplement la façon dont nous nous organisons doit évolue, et c'est important, mais répétons-le, la valeur travail n'a pas disparu en France. Est-ce qu'on va vers des années de retour du chômage de masse? Non, pas pour l'instant, le chômage est bien descendu, très fortement, c'est un des acquis du gouvernement, enfin de la présidence Macron. Nous sommes à 7,5, c'est un beau progrès. Nous n'arriverons pas aux 5-6% souhaités par le président de la République en 2017, mais nous avons contenu le chômage qui aujourd'hui reste relativement bas. Eh bien Bernard Vivier, on restera sur cet optimisme. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain à 7h45. Vos invités seront Charlotte Belaïch et Olivier Perroux, auteur du livre La Meute enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Radio J, retrouvez le